chers élèves de deuxième année. Alors, on est toujours dans le domaine de la relation des phénomènes géologiques d'origine interne et leur relation avec la tectonique des plaques. La deuxième partie, on va voir maintenant la relation des volcans avec la tectonique des plaques, c'est-à-dire au niveau des limites des plaques qui sont, que ce soit dorsale ou bien subduction, il y a des volcans. Alors, on commence dans cette première partie, la séquence numéro 1, la dynamique des éruptions volcaniques à la barakatillah. Alors, premièrement, on va voir les caractéristiques des éruptions volcaniques et puis en deuxième partie, on va voir la formation des roches magmatiques, c'est-à-dire issues de magma, au niveau de la dorsale océanique. Commençons par voir cette photo-là qui nous montre l'un des volcans qui se trouve en Amérique du Sud, la partie ouest, exactement le volcan Sainte-Hélène dans la chaîne des Andes. Alors on va lire ce texte-là qui parle des caractéristiques, mais on va essayer ensuite d'extraire les caractéristiques de ce type de volcan. Alors le volcan Sainte-Hélène était connu pour ses nombreuses éruptions successives de puissantes explosions caractérisées par une lave à viscosité. C'est quoi la viscosité? C'est-à-dire l'état des liquides composés des molécules qui s'opposent à son écoulement. On va voir ça en détail dans les parties qui suivent. Alors, car il est riche en gaz et en vapeur d'eau, précédé par un nuage épais et des cendres épaisses atteignant environ, voilà, comme on voit ici, 20 km de hauteur. Alors, voilà les caractéristiques essentielles de ce type de volcan. Alors, quelles sont les caractéristiques des éruptions volcaniques? On va commencer par les éruptions qu'on vient de voir, explosives. Alors, les éruptions volcaniques explosives sont caractérisées, plutôt catastrophiques, je m'excuse. Ces étapes les plus importantes qu'on vient de voir, la première chose, c'est la montée du magma vers la surface, bien sûr de la Terre, éruption volcanique riche en gaz et en vapeur d'eau, comme on le voit ici, et puis normalement sortie de la lave très visqueuse, ce qui ne lui permet pas de s'écouler sur une longue distance, c'est-à-dire un écoulement qui est court. Alors, voyons voir maintenant le deuxième type, les éruptions effusives. Voyons voir le deuxième type de volcan. Prenons comme exemple le volcan de la Fournaise en île de la Réunion qui se trouve, voilà, ici. Donc, l'est de l'Afrique, l'île Madagascar. Ici, vous avez un petit point. Voilà, celui-là, c'est la Réunion, l'île de la Réunion. Donc, le piton de la Fournaise, qui se trouve ici, l'île de la Réunion, connaît plusieurs éruptions volcaniques successives accompagnées de coulées de lave pauvre en gaz opposé de volcans qu'on vient de voir, qui se sont répandus sur des dizaines de kilomètres à des vitesses variées. Comme on voit ici, la coulée de lave, elle est longue. Voilà, on a une idée sur les deux types de volcans. Donc les éruptions effusives volcaniques sont caractérisées par une lave pauvre en gaz et en vapeur d'eau. C'est pour cela qu'elles ne se répandent sur une longue distance. Alors qu'ils se répandent sur une longue distance. On voit ici le cratère et puis la lave va s'écouler à une très longue distance. Voilà qu'on voit ici. Alors pour les éruptions, on va ici prendre l'exemple typique d'un volcan qui est composé d'un cratère, l'endroit où sort la lave, puis les coulées de lave anciennes. À l'intérieur, ce sont des coulées de lave anciennes. Ici, la cheminée, l'endroit d'où passe l'intermédiaire entre la sortie et la chambre magmatique. Alors, le nuage de cendres volcaniques. Ici, vous avez des coulées de lave qui sont récentes. Et à l'intérieur, vous avez la chambre magmatique. Alors, dynamique des éruptions volcaniques, c'est-à-dire comment peut-on expliquer cette dynamique des volcans? Alors, comme exercice, on vous demande, pour savoir la cause des éruptions volcaniques, on doit remplir le tableau suivant par les caractéristiques de chaque type de volcan qu'on vient de voir. Donc, on vous donne une information sur les deux volcans, sur les deux laves des deux volcans, que ce soit le volcan de la Fournaise, c'est-à-dire de type effusif, ou
explosif de Sainte-Hélène. Ici, vous avez 50% d'une matière chimique qui on appelle la silice dans la lave. Voilà la silice, sa composition chimique SiO2. Et on a déjà parlé l'an dernier, en première année, des grains de quartz qui sont riches en silice. Sainte-Hélène, vous avez un pourcentage de la silice qui atteint 70%. Donc, on vous demande la longueur d'écoulée de lave dans la fournaise et dans Sainte-Hélène, la hauteur du cône volcanique, voilà, c'est-à-dire il est long, bien il est court, la hauteur des sondes, gaz et vapeur, est-ce qu'il est riche ou bien pauvre, type d'éruption, est-ce que c'est explosif ou bien effusif, et l'explosivité, c'est-à-dire est-ce qu'il est explosif ou non. Donc la première des choses, on va remplir cela. Alors, ici vous avez la longueur d'écoulée ici très longue, c'est-à-dire que la viscosité il est moindre, c'est-à-dire il est aqueuse, elle est courte, parce qu'elle est très visqueuse. La hauteur, elle est basse, alors que pour Sainte-Hélène, il est haute. La hauteur des sondes très basse, et ici vous avez très haute, ça va vivre 30 km, on a dit tout à l'heure. Les gaz et vapeurs d'eau dans la lave, ici il est pauvre, mais ici il est riche, c'est pour cela qu'il s'explose. Alors, type d'éruption, celui-là est fusif et l'autre, elle est explosif. L'explosivité ici, elle est faible, mais ici, elle est très forte. Alors, voilà. Donc, l'interprétation dynamique des éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques varient en fonction des caractéristiques suivantes. On a deux éléments essentiels. La teneur en silice. Si la teneur elle est haute, la lave elle est visqueuse. Si elle est faible, la lave elle est fluide. Alors, la teneur en gaz. Si la teneur en gaz il est élevé, le volcan il est explosif. Si elle est faible, le volcan il est effusif. Donc la séquence numéro 2, relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques. Alors, les volcans caractéristiques des zones d'expansion, c'est-à-dire au niveau de la dorsale, voilà, qu'on voit ici, bon voilà ici la croûte océanique, le magma qui va sortir à travers les failles au niveau du rift. Ici vous avez un schéma de la coupe qui nous montre la dorsale et l'intérieur de la Terre. Voilà les types de basalte qu'on trouve, ce sont des pilolavas de forme arrondie de basalte grâce au refroidissement rapide de la lave en contact avec l'eau. Alors pour les volcans qui caractérisent les zones de subduction, voilà, après la ceinture de feu, voilà. Prenons comme exemple l'océan Pacifique qui plonge sous la plaque pacifique qui plonge sous la plaque de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. À cet endroit-là, il y en a des volcans. Voilà la zone de subduction. Donc le volcan, ou bien la lave, va traverser une hauteur presque une épaisseur de 30 km. Donc en allant vers le haut, il est sous pression. Lorsqu'il arrive à la surface, il s'explose. C'est pour cela qu'il est riche normalement en vapeur d'eau et en gaz. Alors ici, comment ça se forme, ou bien quelles sont les roches qui se forment au niveau des deux endroits de la limite des plaques. On a ici au niveau de la dorsale, on a le gabbro en bas et il est surmonté par le basalte. Les deux roches proviennent du même magma après la fusion partielle du manteau. Voilà. Alors voyons voir maintenant à l'œil nu comment se présente la lave, plutôt le basalte au niveau de la dorsale. Photo d'une dorsale océanique montrant des coussins de lave depuis l'avant au départ. Ici le gabbro. Voilà, échantillon de... Mais normalement, on ne peut rien dire parce que normalement, on n'a pas grand chose à dire. Seulement pour les coussins de lave, le refroidissement rapide, c'est rend la lave à cette forme-là. Mais on doit voir les constitutions internes par l'observation microscopique grâce à la mince, une coupe très fine au niveau de la roche, des deux roches pour savoir les constitutions. Donc voilà la mince d'un gabbro et voilà la mince du basalte. Voilà les constituants. Bon, ici vous avez deux flèches, c'est-à-dire les éléments en commun. Ici vous avez seulement une flèche qui se trouve ici, se trouve pas là, c'est la pâte vitre, c'est-à-dire une partie, une matière qui n'est pas cristallisée. On dit une matière amorphe, non cristallisée. Donc on fait la comparaison entre les deux, on constate qu'il y a ici de gros cristaux, les uns à côté des autres, il n'y a pas de pâte de verre, alors qu'ici il y a des cristaux de différentes tailles, des grands, des moyens, des petits, et une matière non cristallisée.
Donc la question demandée, pourquoi il y a cette différence entre les deux concessions alors que les deux roches sont issues du même magma? Alors la comparaison entre les deux, donc la structure du basalte, le basalte est composé de cristaux de différentes tailles, baignant dans une pâte amorphe, c'est-à-dire cristallisée, appelée pâte vitreuse. Donc on dit que le basalte est une roche semi-cristalline à structure microlithique, de petits cristaux. Alors que pour le gabbro, il est constitué de gros cristaux, voilà comme on les voit, feldspath, amphibole, quartz, etc. Olivine, on dit que le gabbro est une roche entièrement cristallisée totalement et qu'elle a une structure grenue. Alors, voyons voir maintenant, on va résumer ce qu'on vient de voir. Le lieu de formation du basalte, bien sûr la dorsale. Le lieu de formation du gabbro, même endroit, c'est-à-dire au niveau de la dorsale, rivetée. La structure du basalte, il est microlithique, alors que la structure du gabbro, il est grenu, donc différence de point de vue structure. La question de pourquoi les deux roches sont issues de la même matière, alors que leur structure est différente. Alors pour cela, on voit une manipulation, on va montrer une manipulation pour comprendre cette différence entre les deux structures. Alors la manipulation, dans un creuset, on fait fondre le soufre. Le soufre, normalement, c'est à l'état solide. Nous versons une quantité dans l'eau froide et on laisse le reste refroidir lentement. Voilà le soufre à l'état solide, et ça se trouve aussi à l'état de poudre, mais aussi solide. Alors on va le verser dans un creuset, on va le chauffer. Donc il va se transformer en matière liquide, c'est-à-dire il va passer de l'état solide à l'état, donc la fusion, et puis on va laisser une partie, voilà, et puis on va voir le résultat si on va mettre cette quantité de soufre fondu dans de l'eau froide. Voilà le résultat. Ici, voilà, dans de l'eau tiède, n'est pas très chaud, n'est pas très froid. Et voilà, lorsqu'on va laisser refroidir dans de l'eau chaude. Donc la première chose qui attire l'attention, on voit ici, voilà, les éléments sous forme d'aiguille, ce sont des cristaux de soufre. Un soufre qui s'est cristallisé. Ici aussi, mais de petite taille. Mais ici, il n'y a pas de structure cristalline. Alors, ça veut dire quoi? Plus que le refroidissement est normalement lent, plus on obtient de gros cristaux. Le refroidissement normalement rapide, pas de formation de cristaux. Donc, résultat, mais plus de gros cristaux qui sont formés après un long refroidissement, tandis que nous obtenons une matière amorphe, donc cristallisée lors d'un refroidissement rapide dans l'eau. Donc la conclusion générale de tout ce qu'on vient de voir, plus le refroidissement est lent, plus les cristaux sont de grande taille. Donc voilà, on a une petite idée pour expliquer la différence de structure entre les deux roches. Donc le refroidissement rapide donne une pâte amorphe, pâte non cristallisée, pâte de verre. Alors comment expliquer la différence entre les deux roches, basalte et gabbro. Alors ici, sous la dorsale, ici, à l'intérieur, et en profondeur à peu près de 20 à 30 km, le manteau subit une fusion partielle. Le magma obtenu monte à la surface parce que sa densité devient faible. Lors de cette montée se forment les cristaux progressivement lorsqu'on allant vers la surface. Si le refroidissement se produit en profondeur, c'est-à-dire il reste là avant de contacter l'eau de mer, le gabbro à structure grenue se forme. Refroidissement lent. Le reste du magma, lorsqu'il arrive à la surface, il va rencontrer ici l'eau froide de la mer et un refroidissement rapide en contact avec l'eau de mer et donne plutôt du basalte à structure microlithique en forme de coussin ou bien pylo-lava. Merci de votre attention, bon courage et je vais vous laisser comme d'habitude avec cette citation de George Bernard Shaw. Qu'est-ce qu'il dit? Le succès, c'est quoi? Ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur 2 fois de suite. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.